bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h heure locale, 18h temps universel avec deux volets. Le premier parlera de l'actualité et le deuxième, notre débat. Aujourd'hui, notre débat se portera sur la présence européenne militaire dans les pays du Moyen-Orient ou en Afrique, qu'elles participent activement ou qu'elles aient donc des soldats basés dans ces pays. On verra si cette présence est utile, efficace et à quel prix. Nous aurons nous inviter dans quelques instants un expert militaire et puis aussi également un expert en relations et diplomatie internationale. Le premier commentaire que je vous propose parle de la Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan se préparait à former un gouvernement entièrement à sa main après que son parti ait remporté les législatives. Contre tous les pronostics, ce parti s'est largement imposé en raflant 49,4% des suffrages. Absolue de 316 des 550 sièges du Parlement. Mohamed El-Houmoussane nous donne les détails. Cinq mois à peine après le revers concédé lors du scrutin du 7 juin, le succès du Parti de la justice et du développement d'Erdogan a été unanimement accueilli comme l'expression du désir de stabilité des électeurs turcs dans un pays confronté depuis la fin de l'été à la reprise du conflit kurde et à la menace terroriste, après l'attentat suicide qui a fait 102 morts devant la gare d'Ankara il y a 3 semaines. Sûr de lui, le chef de l'État turc s'est également permis de sermonner ses critiques, notamment ceux de la presse internationale, en les pressant de respecter le verdict des urnes. Dans toute la campagne, le président et son premier ministre Ahmed Davutoglu se sont posés en seul garant de la sécurité et de l'unité du pays, agitant le spectre du chaos en cas d'absence de majorité absolue d'un seul parti. Les dirigeants du parti ont tous appelé depuis dimanche soir à l'unité du pays. Mais l'opposition s'est inquiétée de ce retour en force de M. Erdogan, régulièrement épinglé pour ses dérives autoritaires. 4 jours à peine avant le scrutin, le raid spectaculaire lancé par la police en direct devant les caméras pour prendre le contrôle de 2 chaînes de télévision proches de l'opposition à Istanbul a suscité l'indignation dans le monde entier. Derrière l'AKP, le Parti républicain du peuple, CHP social-démocrate, est arrivé dimanche deuxième avec 25,4% des voix et 134 sièges, devant le Parti de l'Action nationaliste avec 12% et 41 sièges en fort recul. Entré triomphalement au Parlement en juin, le Parti démocratique du peuple n'a sauvé sa place justesse. Milletime özellikle şükranlarımı ifade ediyorum. Aynı zamanda milletim adına Pour Jérusalem, les violences en Cisjordanie occupée se sont poursuivies aujourd'hui alors que l'armée israélienne a tué un Palestinien qui tentait de poignarder un soldat à un point de passage avec le nord d'Israël. Le couteau et les armes blanches sont avec les pierres lancées contre les soldats israéliens, les armes palestiniennes pour actuelle qui a débuté dans la vieille ville de Jérusalem où se trouve la très sensible esplanade des mosquées. Les détails. Le Palestinien de la santé a identifié le Palestinien tué comme Ahmad Abourab, 16 ans, et son complice présumé comme Mahmoud Kimil, d'un âge non précisé. Tous deux sont originaires de Kabateya, une localité au sud de Jénine, à seulement quelques kilomètres du point de passage de Jalama, où s'est produite l'attaque. Selon la police israélienne, un Palestinien avait déjà été tué en agressant à l'arme blanche un agent de israélien au même point de passage le 24 octobre. La police a par ailleurs indiqué avoir arrêté 5 Palestiniens d'Hébron, une localité de Cisjordanie près de Jérusalem occupée, avec un engin explosif à bord de leur voiture. L'engin était apparemment destiné à commettre un attentat dans le secteur d'Hébron. Une seule tentative d'attentat à l'explosif déjouée a été rapportée par la police depuis le 1er octobre et une escalade des violences qui a suscité des interrogations sur les débuts d'une nouvelle intifada. Depuis le 1er octobre, les agressions mutuelles entre Palestiniens et colons et les attentats anti-israéliens ont fait 9 morts parmi les Palestiniens, dont un arabe israélien, et 9 parmi les Israéliens.
Les attaques ont débuté dans la vieille ville de Jérusalem, où se trouve la très sensible esplanade des mosquées, mais la tension s'est déplacée ces derniers jours vers le secteur d'Hébron, dans le sud de la Cisjordanie. On termine avec l'Égypte, cette triste nouvelle. Donc, les familles des victimes du crash d'un charter russe en Égypte vont commencer à identifier leurs proches aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, après l'arrivée d'un premier avion les dépouilles de 140 victimes, alors que le mystère reste entier sur les causes de la tragédie. Un deuxième avion transportant les restes d'autres victimes doit par ailleurs décoller ce soir au Caire. Tout de suite les commentaires. Plusieurs milliers de personnes ont dimanche soir à Saint-Pétersbourg, deuxième ville de Russie, aux 217 passagers et 7 membres d'équipage décédés dans la catastrophe, tous russes hormis 3 Ukrainiens, la pire catastrophe aérienne qui ait frappé la Russie. Sitôt après l'arrivée des premiers corps à l'aéroport de Saint-Pétersbourg, dans la nuit de dimanche à lundi, ils ont été amenés à un crématorium pour un processus d'identification devant débuter en fin de matinée. Les familles vont être reçues une par une pour identifier les corps. Une journée de deuil national avait été décrétée dimanche par Vladimir Poutine en Russie, mais le président russe n'est pas apparu en public depuis le drame. L'Airbus A321-200 de la compagnie charter russe Metrojet s'est écrasé samedi dans le Sinaï, 23 minutes après avoir décollé de la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh. Le contact avec cet avion à destination de Saint-Pétersbourg a été perdu alors qu'il se trouvait à plus de 30 000 pieds, son altitude de croisière. Des enquêteurs russes égyptiens sont rendus en compagnie du ministre russe des Transports, Maxime Sokolov, sur le lieu du crash où ont été retrouvées les 2 boîtes noires du vol. Une enquête a aussi été ouverte en Russie et les locaux de la compagnie du tour opérateur perquisitionnés, tandis que des enquêteurs français, allemands et irlandais doivent participer à l'enquête en Égypte. Procédure habituelle pour tous les incidents impliquant un Airbus. L'hypothèse d'un attentat reste envisagée après la revendication du groupe terroriste Daesh qui a annoncé samedi avoir détruit l'avion en représailles, selon elle, au bombardement russe en Syrie. Mais les experts excluent que Daesh dispose des moyens militaires nécessaires pour abattre un avion de ligne à 9000 mètres d'altitude. Nile TV, c'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'histoire. Nile TV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV International. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. Nile TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Info ou analyse, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. De retour pour notre débat du soir, comme je vous l'ai indiqué, donc on va évoquer les quelques interventions donc européennes des armes militaires, les interventions militaires donc européennes dans certains pays. On parlait de l'Italie depuis de quelques jours, il y a 2 jours au grand maximum. Il y a la est intervenue de façon peut-être assez légère, mais enfin il y a quand même une intervention aérienne de la France. On va voir finalement est-ce que ces interventions militaires sont capables, sont efficaces, capables d'éradiquer le terrorisme, puisque c'est le but, et puis aussi de cet objectif de stabilisation des pays de la région du printemps arabe et du Moyen-Orient. Docteur Saïd Zulfikar, vous êtes analyste économique, spécialiste en diplomatie. Merci d'avoir été avec nous.
Merci d'être avec nous plutôt. J'ai envie de commencer avec vous par une vision, en fait, une petite parenthèse. C'est une phrase qui m'a intrigué tout au long de la journée, donc j'ai envie de vous la citer. C'est celle d'Einstein. Et Einstein dit « J'ignore quelles seront les armes de la Troisième Guerre mondiale, mais je suis sûr que celles de la Quatrième Guerre mondiale seront des frondes et... » Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vois ce qu'il veut dire. Oui. C'est qu'il pense que la Troisième Guerre mondiale serait une guerre nucléaire qui va éradiquer l'humanité, plus ou moins, et que les survivants se retourneront à l'âge de pierre. C'est ça ce qu'il voulait dire. Lui qui était un des participants à la bombe atomique, il s'est mordu les doigts par la suite. Lui et Oppenheimer et d'autres des savants qui ont participé à la création de la première bombe, ils se sont mordus les doigts en traduisant la cruauté de l'être humain et sa bêtise aussi, et la possibilité qu'ils utilisent ces armes entre pays belligérants qui éradiqueraient la planète, si vous voulez, ou l'humanité sur la planète. Donc c'était une prémonition et... C'est un peu tard parce que la bombe a été créée et ils l'ont utilisée sur une population tout à fait désarmée au Japon, à Hiroshima et Nagasaki, où il y a eu plus de 300-400 000 morts. Pour rien, parce que c'était la fin de la guerre et les Japonais étaient en train de négocier leur reddition. Donc ça a été juste une revanche des Américains et un message qu'ils voulaient envoyer aux Russes qui venaient de déclarer la guerre au Japon quelques jours avant la fin de la guerre, que l'Amérique était le patron dans les années qui viennent. Donc c'était pour effrayer les Russes surtout, et pas pour réduire les Japonais qui étaient en train de négocier leur reddition à ce moment-là. C'est scandaleux d'avoir massacré 400 000 personnes juste pour effrayer des gens qui n'ont pas été effrayés puisqu'ils ont eu la bombe très peu de temps après. Et livre de la terreur, si vous voulez. Voilà. Une vision apocalyptique, donc, qui a eu ce grand génie qui était Einstein. Et Apocalypse, on va parler un peu de désordre, de chaos qui se passe dans la région du Moyen-Orient. Et si on relate l'actualité, donc l'intervention italienne en Libye. Comment vous avez appréhendé... En Libye. Vous parlez de 1930, dans les années 1911. Parce que l'Italie n'a pas intervenu en Libye, un peu, si vous voulez, quand il y a eu la guerre contre la Libye, c'est les Français et les Anglais principalement. Les Italiens ont un peu participé. C'était les Américains qui tiraient les ficelles derrière. Donc c'était pas vraiment l'Italie. L'Italie a été, disons, ils ont été des compagnons de route, mais d'une manière très réduite. L'armée italienne n'est pas en mesure d'envoyer des troupes nulle part. Moi, j'étais avec des troupes italiennes en Bosnie, en 1995. J'étais à Goražde, une des enclaves qui était encerclée par les Serbes. Et c'est un détachement de tanks, de chars italiens qui nous a ramenés. Nous étions encerclés là-bas, et c'est eux qui m'ont sorti de là et qui m'ont ramené vers Sarajevo. Voilà. Mais c'était un petit contingent des Nations Unies. Oui, alors je vais peut-être me reprendre. Évidemment, si on parle de... On pourrait évoquer donc cette première tentative de la France voulant mettre à bas le régime de Kadhafi qu'il considérait comme un régime autoritaire. Maintenant, le résultat est qu'il y a donc c'est vrai que l'arme et il y a un gouvernement qui a été un parlement et un gouvernement qui était reconnu de national, un autre gouvernement, et malheureusement il y a des discordes même au sein même du pays, une instabilité qui règne. Donc en fait, est-ce que finalement le travail a été correctement établi en Libye jusqu'à maintenant, et pourquoi est-ce que finalement qu'on a laissé on a commencé un travail et qu'on n'a pas pu achever à la fin de façon correcte? C'est pas une question de pas pouvoir l'achever s'il le voulait, mais le but était de détruire le pays. Donc c'était un but purement matérialiste, et mettre la main sur le pétrole principalement. C'est ça la véritable raison. C'est pas parce qu'il était autoritaire. La France est en train son patrimoine se vend à droite et à gauche à l'Arabie Saoudite et au Qatar, qui sont deux pays à la fois wahhabites et autoritaires. Donc n'allez pas me dire que l'autoritarisme de Kadhafi.
que l'invasion de ce pays, c'était une agression ouverte et sans scrupule pour détruire un régime qui était sur le plan de rendre l'Afrique indépendante. Le but principal pour les Américains, c'était d'empêcher. Kadhafi était en train de créer une monnaie avec de l'or, si vous voulez, appuyée par de l'or, pour une banque centrale africaine de développement qui aurait mis à bas le franc, le dollar. Ça aurait été une monnaie forte avec l'argent libyen, c'est de l'argent qui vient de son pétrole. Et c'est une des raisons principales pour laquelle on l'a abattu, parce qu'il aurait rendu l'Afrique indépendante des anciens pays coloniaux, qu'il a néocolonisé, si vous voulez, jusqu'à présent. Donc la véritable raison d'abattre ce régime, c'était pas qu'il y ait une démocratie. Ils s'en fichent complètement de la démocratie. Autrement, ils ne vendraient pas leur camelote militaire à l'Arabie Saoudite, au Qatar et à des pays dictatoriaux. Donc pour eux, c'est un fonds de commerce. C'est surtout les Américains, les Européens un peu moins. Mais en politique, il n'y a que de l'hypocrisie qui est visible. Parce que les slogans, la démocratie, les droits de l'homme, tout ça, vous savez, on sait très bien comment les Français sont comportés en Indochine, à Madagascar, en Algérie, où ils ont massacré, ils ont torturé, etc. Les Américains n'en parlons pas. 3,5 millions de morts au Vietnam, 1 million au Cambodge, 1 million au Laos, sans raison, pour abattre, uniquement pour que ces régimes ne deviennent pas communistes. Donc ce sont des pays qui utilisent le langage des droits de l'homme et de la démocratie pour avancer leurs pions matérialistes et impérialistes. Vous pouvez plaigner quand même qu'il y avait une révolution ou un soulèvement populaire en Libye. Non, les gens se sont soulevés. Il y avait un groupe de tribus dans l'est du pays, c'est tout. Alors les Français ont prétendu que l'armée libyenne allait massacrer ces gens, ils sont rentrés soi-disant pour les sauver. Il n'y avait aucun massacre prévu, aucun. Au contraire, les Français et les Britanniques ont abattu le régime de Kadhafi. Il y a eu des massacres, mais c'était des massacres des populations noires, principalement noires, d'une ville entière qui est au sud, je crois, de Sirte, qui est habitée par des anciens esclaves, où il y a eu des massacres parce que les Noirs faisaient partie des tribus qui étaient pro-Kadhafi. Dans le sud, les Toubous également ont été massacrés par les islamistes. Alors il y a eu des massacres par la suite, beaucoup plus par les soi-disant rebelles, enfin des rebelles, oui, ce ne sont pas les soi-disant des rebelles, et par les troupes françaises et britanniques qui ont bombardé. N'empêche qu'il y a eu quand même coopération malheureusement avec l'armée libyenne elle-même. Enfin, qu'il y a eu quand même espèce de trahison avec les chefs d'état-major qui étaient à l'époque. Ils ont coopéré comme ils ont fait avec les États-Unis sous le régime de Kadhafi. Ils ont payé, c'est tout. Ils ont payé des gens pour devenir traîtres, c'est tout. Mais il y a eu des massacres par la suite, des prisonniers. Vous n'avez qu'à voir comment ils ont massacré leur président, Kadhafi, qui a été lynché à coups de couteau et ça a été horrible. Est-ce que la solution militaire actuellement en Libye est celle qui est la plus à même pour résoudre une certaine stabilité? Ça dépend de qui va faire. Ils sont en train de s'entretuer. Qui est assez puissant pour imposer sa loi. Vous avez 2 gouvernements, mais vous avez 5 régions tout à fait indépendantes. Vous avez la région de l'Est, Benghazi, Tobrouk, où il y a le gouvernement légal, si vous voulez, le parlement légal. Vous avez la région de Tripoli, qui avec l'ancien parlement où la majorité est frères musulmans, qui prétendent, eux, être encore les détenteurs de la vérité. Puis vous avez la région des Berbères, qui est la région de Zentan, qui est plus ou moins indépendante. Et puis vous avez dans le sud le Fezzan, et vous avez les Toubous, qui sont aussi devenus quasiment indépendants. Vous avez 5 petits États qui ne fonctionnent pas. Aucun ne fonctionne. Or, pour avoir une solution militaire, avoir une armée qui est plus forte que les autres, elles ne sont pas. Elles se neutralisent les unes les autres, et puis vous avez les Saoudiens, les Qataris qui continuent à armer le gouvernement illégitime qui est à Tripoli. Vous avez l'Égypte qui aide le gouvernement illégitime, et vous avez un chaos total avec des gens qui s'entretuent. On ne sait pas pourquoi. Mais vous avez surtout le Daesh qui a pris 2-3 villes déjà. Ils ont la ville de Derna, ils ont pris, je crois, la ville de Sirte. Ils ont plusieurs villes entre leurs mains. Et tout ça, c'est le résultat du chaos qui a été instauré par l'attaque, l'invasion illégale, l'agression franco-britannique avec les Américains en arrière-plan.
qui leur fournissait la logistique, l'essence pour les avions et les munitions pour les bombardements. Et justement, l'Égypte, qui a plus de 1000 km de frontières avec la Libye, préconise cette solution de dialogue et le choix aussi du peuple libyen par rapport à son gouvernement. Oui, mais c'est pas le peuple libyen, vous savez, ils sont 5 ou 6 millions de personnes. 5 millions. Il y en a 1 million qui ont déjà quitté le pays. Sur ce 5 millions, sur un territoire qui est 2 fois celui de l'Égypte, entièrement désertique, presque entièrement désertique. C'est très difficile d'avoir des élections quand vous avez des centaines de milices et des tribus toutes armées qui ne savent pas ce qu'elles veulent, à part le pouvoir et la main mise sur le pétrole. Il n'y a pas de conscience politique, si vous voulez. Je ne sais pas comment résoudre ce problème. Vous aviez plein de Kadhafi. Moi, je ne suis pas un supporter de Kadhafi, qui était un fou, mais au moins il tenait le pays et les gens ne s'entretuaient pas. Mais est-ce qu'au détriment de la démocratie, par exemple... Il n'y a pas de démocratie maintenant. Est-ce qu'il y avait une démocratie avant? Il y en a... Et les franco-britanniques n'avaient aucune intention d'instaurer la démocratie. Ils voulaient la main mise sur le pétrole, c'est tout. C'est plutôt une intervention pour les propres intérêts, selon vous? Uniquement pour ça, uniquement. Et pour mettre en place une certaine stabilité, est-ce que vous avez peut-être la stabilité, quelle pourrait être les Nations Unies font de leur mieux pour réunir les gens. Ils sont arrivés presque à un accord, mais il y a, vous savez, un accord entre les gens de bonne volonté, ça existe. Mais ils ont créé vous savez, ces milices qui ont tué dont une a tué l'ambassadeur d'Amérique. Mais c'était des Américains, ces gens-là. C'est eux qui les ont fait venir de Syrie. C'était des gens qui se battaient avec Daesh et Jabhat al-Nusra en Syrie et en Irak, venir pour abattre le régime à travers la Turquie. Alors, ce qui s'est passé, pourquoi l'ambassadeur? Qu'est-ce que l'ambassadeur faisait dans une seconde ville, Benghazi? Il n'était pas à Tripoli. Ils avaient ouvert une ambassade avec 35 fonctionnaires. 35 fonctionnaires, c'est des services secrets américains qui avaient fourni les armes, qui essayaient de récupérer ces armes pour les envoyer aux rebelles syriens. Voilà ce qui s'est passé. Et la milice qui détenait ces armes ne voulait pas les donner. Et ils ont tué l'ambassadeur et 3 des gens de la CIA. C'était une cellule de CIA qui, elle, avait déjà ce qui s'est passé en Libye et qui voulait, et qui a probablement pu transférer une bonne partie des armes à travers la Turquie vers les islamistes de Syrie. Est-ce que vous pensez qu'une intervention peut-être de l'OTAN, force des casques bleus, comme on les appelle? L'OTAN, ce n'est pas les casques bleus. L'OTAN, c'est le bras armé de l'impérialisme américain. Les casques bleus, c'est les Nations Unies. Or, l'Amérique domine les Nations Unies maintenant. Il n'y a plus d'équilibre entre les pays de l'Est, et le tiers-monde. C'est fini. L'Amérique domine le système des Nations Unies qui est en dégénérescence totale. Or, ils ne feront que si les Américains les veulent, c'est tout. Comme un type comme Ban Ki-moon est entièrement vendu aux intérêts américains. Non, mais enfin, ils ont quand même une solution pour la stabilité, je dirais. Ils ont un diplomate qui négocie. Les négociations sont en bonne voie, mais vous avez des groupes islamistes qui, eux, vont tout faire pour que ça capote. Et les groupes islamistes détiennent le pouvoir réel. C'est eux qui ont les armes. Ce n'est pas les gens de bonne volonté. Et donc vous pensez que ces gens-là sont pour leur propre intérêt de mettre en place un pays stable? À moins que l'armée égyptienne entre et participe pour remettre de l'ordre. Et l'armée algérienne, si vous voulez, à l'ouest. Est-ce que ça pourrait être vraiment la solution efficace? L'Égypte ne peut pas le faire. Ouais. L'Égypte est empêtrée dans ses propres problèmes. Nous avons le Sinaï, nous ne pouvons pas le faire. Mais quand bien même l'Égypte aura un contingent suffisant? Le contingent est suffisant, si vous voulez, sur le plan quantitatif. Nous avons une grande armée, mais la partie performante est petite. La partie, les commandos, etc., les parachutistes, c'est une petite section de l'armée qui est grande. Vous avez des troupes de leur service militaire qui n'ont aucune, comment dirais-je, enthousiasme guerrier. Ce sont des gens qui font leur service militaire, qui ont 18-19 ans et qui viennent de Haute-Égypte et tout ça. On ne peut pas compter sur ces gens-là. Vous pouvez compter sur les professionnels, les militaires professionnels. Oui, les professionnels qui sont les parachutistes, les saïqa, enfin ceux qui se battent dans le Sinaï. Donc nous n'avons pas, je pense, on n'a pas suffisamment de qui pourraient s'occuper à la fois du Sinaï et du front d'ouest. La menace que cela pourrait représenter sur le territoire égyptien, cette instabilité. Très grave. C'est très grave. C'est très grave parce que vous avez les gens Vous savez, ils reçoivent des armes à travers les Turcs. Les Turcs leur envoient des armes. Donc ce sont ceux qui... La Daesh et les autres groupes, Fajr qui est l'Aurore,
qui sont les frères musulmans en fin de compte, et qui détiennent le pouvoir à Tripoli dans toutes les villes du littoral jusqu'un peu avant Benghazi. Et puis vous avez à l'est de Benghazi la ville de Derna, qui est pas loin de la frontière égyptienne, qui est entre les mains de Daesh. Vous savez que la ville de Derna était un des plus gros contingents de volontaires qui se battaient en Afghanistan contre les Russes au début, puis après contre les Américains de l'Al-Qaïda. Ce sont les gens de l'Al-Qaïda, puis qui ont été transférés par les Américains en Irak, où ils se battaient, et en Syrie, plus principalement en Syrie. Donc certains sont revenus, les Américains les ont remis en Libye pour abattre le régime libyen, et ils ont pris le pouvoir dans plusieurs villes là-bas. Je crois que c'est Sirte et Derna. C'est tout près de la frontière égyptienne, c'est très dangereux. Nous avons des milliers de frères musulmans qui sont réfugiés là-bas aussi, et qui probablement reçoivent un entraînement militaire par ces gens. Et donc, est-ce que peut-être sur ces lieux-là, est-ce qu'une intervention militaire, que ce soit une coalition ou même de pays comme l'Égypte ou l'Algérie, pour éradiquer justement leurs bases supposées, est-ce qu'elles pourraient finalement régler un début du problème? Écoutez, pour régler le problème, il faut éradiquer ces groupes djihadistes, qui se disent djihadistes. En fait, ils utilisent la religion pour leur propre fin. Oui. Mais ils sont assez nombreux. Et puis en Libye, ils sont nombreux, les groupes sont nombreux. Ce n'est pas un seul. Vous voyez dire, Daesh a 2-3 villes. Fajr Libye en a aussi quelques villes. Vous avez d'autres groupes avec d'autres noms. C'est un peu comme en Syrie, où ce n'est pas seulement Daesh et Jabhat al-Nusra, vous avez Jaish al-Islam, Jaish al-Ahrar al-Sham, vous avez toutes sortes d'autres groupes qui sont par le Qatar, soit par le Koweït, soit par... Chacun est financé par un patron. C'est un peu comme la guerre civile au Liban, où vous aviez chaque pays limitrophe qui finançait un des protagonistes. Vous avez la même chose qui se passe en Syrie et en Libye, malheureusement. C'est très difficile de répondre à la question. Bien sûr, s'il y avait une armée qui pourrait rentrer et mettre de l'ordre, oui, c'est une solution. Notre armée n'est pas, pour l'instant, libre de faire ça. Bon, en tout cas, préconise la solution diplomatique pour ces pays-là, le dialogue et le choix du peuple, que ce soit pour la cause syrienne ou pour la cause libyenne, en espérant que ça aille pour le mieux. Merci d'avoir été avec nous. Saïd Zulfikar, spécialiste en relations internationales, merci d'avoir été avec nous. Et je vous retrouve après cette pause dans quelques instants. Eh bien, de retour donc pour ce deuxième volet, on va parler un petit peu plus technique avec cette fois-ci le problème du terrorisme plutôt dans la région, le rôle des contingents nationaux et si peut-être une intervention de coalition. L'intervention étrangère pourrait être efficace. Bonsoir, Monsieur le Général. Bonsoir. On veut parler et raconter pour satisfaire en ce qui concerne le système de forces égyptiennes. On veut parler en ce qui concerne les points les plus importants pour les forces armées égyptiennes et les points piliers. Le rôle de forces armées égyptiennes, c'est la protection de l'État et défendre contre également la limite et garder la sécurité nationale du patrie. Si le rôle des forces armées est plus que ça également pour faire une certaine répression contre aucun autre ennemi. C'est pourquoi tous les pays également récupérèrent, par exemple la Chine, on regarde plus de 70 ans, ils construisaient la force, ils disaient qu'il est un pays en voie de développement dans l'anniversaire 70e, récupère la capacité militaire et également appelle tout le leadership et les présidents de tout le monde pour regarder la Chine pour la première fois possède porte-avions et qui sortait dehors de l'océan Atlantique également. Et il y avait un autre porte-avions que la Chine commence à l'industrialiser pour que tout le monde sache très bien, c'est un pareil
pour savoir tout le monde que ce pays possède des capacités qui peuvent détruire tout autre ennemi qui pense à la détruire. Donc, le rôle de toute force armée dans le monde, c'est de réaliser pour la première fois, protéger la sécurité nationale dont la capacité s'augmente et s'accroît. C'est une répression contre tout ennemi. On regarde qu'il y avait une autre chose, c'est la normalité de toute force armée dont le monde représente l'unité nationale du pays. C'est-à-dire, si on regarde par exemple aux États-Unis, il y avait le noir, le blanc et tout ce qui venait pour les États-Unis. Regarde par exemple au noir, comment il est par exemple leur identité depuis 10, 15 ou 20 ans. Le noir ne peut pas s'asseoir dans une place où se trouvent les blancs. Aujourd'hui, le président, le commandement général des forces armées américaines, en noir, c'est une loi qui organise le travail, le rôle des forces armées et également la fonction et le métier de chaque individu ne regarde nulle part à son religion ou à son professionnel ou à son identité, mais il regarde en tant qu'un citoyen. Le plus vieux a des qualités et également des caractéristiques qui s'appliquent sur tout le monde sans aucune différence. C'est un exemple pour l'égalité et pour la démocratie également. Voilà, c'est comme ça. Ce sont des forces armées qui fournissent ces éléments. Si ces éléments sont absents, donc ils ne sont pas capables à protéger leur pays. Regardez par exemple à quel autre pays qui se fertilise, nommé par le printemps arabe, comme l'Irak par exemple, comme la Libye également, comme le Yémen. La cause principale pour l'explosion de ce pays à l'intérieur, il n'y avait pas de forces armées. La Syrie, il y avait également des forces armées nationales et donc toutes ces menaces, la Syrie garde un patrie syrien. Il se fertilise un peu, mais en ce qui concerne le dossier syrien, qui concerne des forces armées nationales, mais ils sont accusés par quelques pays occidentaux qu'ils tuent les protestants et la protestation du Bachar el-Assad. Quel est votre commentaire? Concernant la Syrie, on parle en ce qui concerne la Syrie nationale, la Syrie unifiée. Il y avait des pays comme les États-Unis, Israël, la Turquie en début pour la destruction de la Syrie. Numéro 1, c'est également casser la colonne vertébrale qui relie entre l'Iran et Hezbollah libanais à travers la Syrie. Tant que le gouvernement syrien tombe, donc la Syrie nationale s'interrompt à Hezbollah et les États-Unis, là également Israël se profite. S'ils combattent la force armée syrienne, donc l'État syrien va se vaincre. Tout également dans le pont du Tartous au Méditerranée, c'est la présence également sur la mer Méditerranée. Les Américains veulent faire détruire le pays syrien. Malgré tout ça, la Syrie garde leur unité, leur unification. Il y avait un président pour la Syrie, il y avait des forces armées syriennes. On ne défend pas pour le président Bachar ou les forces armées nationales. Non, mais il représente la Syrie nationale, la Syrie officielle, membre arabe. C'est-à-dire, est-ce que vous ne remarquez pas qu'il y avait une protestation populaire contre le régime? Non, c'est une protestation nationale bien moyenne. Ce qu'elle est financée par Israël, soit Nusra par exemple, ou les libéraux de El-Shem, non, à quel point, à quel niveau, à quel point trouve où arrive le niveau. La Syrie est démolie complètement et Daesh également domine sur les 2/3 de la Syrie. Pour l'intérêt de qui? Pour le profit de qui? Ils ne veulent pas exploser la Syrie de l'intérieur, ils veulent la combattre à travers notre
Daesh ou à travers ce qui est nommé les forces armées libéraux. Ils exécutent une agenda étrangère. Ce sont qui entraînent, qui dictent également leur but. On veut savoir la Syrie unifiée pour que tous les Syriens, tout le monde sur une table de négociation pour décider leur destin et le destin d'un peuple de l'extérieur, pas par des citoyens. Voilà, on appelle également de la Syrie nationale, on appelle tous les partis en Syrie de rester ensemble et de s'asseoir ensemble pour aboutir à une solution, soit de laisser le gouvernement du Bachar ou autre, mais on ne veut pas fertiliser notre arabe. On doit cesser à fertiliser notre nation arabe. Irak également, sunnite, chiite, Kurdistan. Où est la Syrie? Où est l'Irak? La Syrie maintenant, il y avait 4 partis, part avec Daesh, part avec Al-Nusra, part avec les Kurdes du nord de la Syrie. Et également les Élouiens également à l'ouest de la Syrie sur la mer Méditerranée. On ne veut pas que notre nation arabe devienne de petits morceaux. Non, on veut qu'elle récupère son poste pour être un pays national dans les premiers rangs arabes. On va être au lieu de ça comme des moutons par exemple. Vous parlez en ce qui concerne les forces armées, la représentation nationale. On veut parler également en ce qui concerne la relation spéciale entre le peuple égyptien et les forces armées égyptiennes. Je crois que c'est une relation bien unique. Je crois que ce sont des caractéristiques et les traits des forces armées. Être des forces armées nationaux par les peuples et par les fils de ce patrie pour défendre à ce patrie. L'Égypte est un exemplaire de ça. C'est pourquoi on regarde l'histoire des forces armées égyptiennes est une histoire bien claire. Et non, les forces armées n'adhèrent pas contre une dictature avec une dictature contre son peuple, comme Arabi par exemple, se révolte contre le calife pour réaliser les buts du peuple. La révolution du juin veut étranger également le roi pour le profit, pour l'intérêt du peuple, parce qu'il n'appelle pas les buts et les besoins du peuple. Quand le peuple également appuie et les forces armées appuient bien en 25 janvier 2011, parce que c'est la volonté du peuple, les forces armées ne tirent pas un seul tir contre un citoyen du peuple égyptien. Tant qu'il y avait une autre force qui est tout à fait d'accord avec des partis étrangers à vendre un part du Sinaï à fertiliser le patrie arabe, quand tout le peuple se révolte en 30 juin, vous imaginez le spectacle de l'Égypte en 30 juin, il y avait plus de 30 millions de citoyens, tout on ne possède pas des armes, il y avait des milices yéménites qui sont bien entraînées pour la destruction du peuple. Quel est le destin de ce peuple devant une force qui l'attaque? Et on ne demande pas de forces armées ni de police. On veut rien de vous. On veut mettre fin au fait tout seul. Les forces armées égyptiennes soutiennent le peuple également, veulent réaliser les buts et la volonté. Quel est le destin de l'Égypte si ça ne se fait pas? On va être le Yémen, la Syrie, l'Irak. C'est une spécialisation pour les forces armées égyptiennes. C'est pour garder la paix et la sécurité et la stabilité également, au lieu de également noyer dans les puits des frères et dans les puits du terrorisme. Quand quelqu'un, par exemple, menace de la place du Rabat, ce qui se passe, ils ont pris le Sinaï comme un otage. Si Morsi va retourner pour une autre fois au trône, tout ce que la situation ébranlée en Sinaï va se mettre fin. Les frères se mettent d'accord avec Israël
avec Hamas, avec les États-Unis pour prendre cette part bien coïncidable avec le secteur du Gaza pour être une pièce substituée de ce qu'elle prenait Israël de la Cisjordanie, comme les patries sont des substituts pour faire dédier le peuple. Je veux vous interrompre, Monsieur le Général. Vous parlez en ce qui concerne le rôle des forces armées pour la protection du peuple, pour la coopération avec le peuple. Quel est votre commentaire? Il y avait un journal occidental qui avait rédigé un commentaire tout en accusant les forces armées égyptiennes à réprimer les peuples. Voilà, c'est le peuple. Et voilà. Les forces armées soutiennent le peuple en 25 janvier et en 30 juin. Ils veulent assurer le processus du peuple, le processus démocratique pour faire afficher la préparation d'une constitution. Ils protègent le patrie, ils protègent le peuple pour faire formuler la constitution. Il y avait un référendum sur la protection des forces armées. Quel est l'état de l'Égypte et le terrorisme dans les rues égyptiennes depuis 2 ans? Les gens du trafic également, ils les tuent avec une boîte incendiaire. Les citoyens, les voitures sont en état de vol. Il y avait un état de terrorisme flagrant avant 2 ans. Et les partisans également de Jérusalem avec des chars et des mitrailleuses également. Ce mouvement ne sont aucun stop comme ils s'imaginent d'être un État. D'un État, ils veulent faire également l'État de Sinaï islamique. C'est un accord avec les Israéliens. C'est un accord qui n'est pas publié quand ils ont déclaré qu'il y avait une île de Sinaï. Donc tout le monde va avouer, après que tout le monde avoue, Israël va déclarer qu'elle est un État hébreu et tout le monde va avouer. Avec cet aveu, Israël va expulser 2 millions de citoyens qui portent la nationalité sionite, mais ils ne sont pas juifs. Ce qu'ils veulent presser sur nous en Sinaï. L'opération du droit du martyr au Haq al-Shahid qui veut purifier également le Sinaï au fur et à mesure. Selon cette possibilité, la catastrophe va être sur le Sinaï et sur tout le pays arabe. Les forces armées protègent et ne menacent pas. Les forces armées, voilà, ce sont leurs missions. Regardez ce qu'ils font. Les forces armées égyptiennes ici en Sinaï, aucun terroriste qui se protège à l'intérieur d'un groupe innocent civil. Il y avait des ordres et une tranchante chez chaque soldat, chez chaque officier, même si ce terrorisme menace nos forces armées. Ils attendaient jusqu'à l'assurance complète de tous les citoyens. Ils ne veulent pas liquider ce terroriste qu'après qu'il sortait, ne pas être au milieu des civils. Et ils s'exposent. Et ils se sont exposés plus d'une fois à ces actes, soit à Rafah ou à parce qu'ils ne veulent pas faire étaler les civils à aucun danger. Ils les prenaient comme des boucliers humains et ils veulent les exploser malgré tout ça. On supporte et on insiste, c'est une conviction tranchante chez les forces armées qu'aucun Égyptien avoir atteint. Nous sommes des forces armées qui devenaient des martyrs et ne font pas. Et la vie des citoyens égyptiens, ils mourraient, trouvaient la mort pour que les citoyens égyptiens vivent. Regardez le discours du président hier. Qu'est-ce qu'il avait dit? Quand l'Égypte, par exemple, il y avait une certaine élévation dans les prix, dans les productions alimentaires, ils vont frapper les prix et l'élévation. Ces commerçants comme les forces armées vont ouvrir également des points. Ils s'interviennent tout en étalement exposant les produits alimentaires dans des associations pour faire appuyer et maintenir le peuple. Et également, les forces armées ont pour rôle et ont pour mission la protection. Voilà ce qui produisait et ce qui travaillait pour
pousser l'État également de déploiement. Les forces armées n'ont aucune relation. Elles doivent défendre et protéger les limites. Il y avait deuxième force armée et troisième force armée sont suffisants pour dans la zone occidentale également et à l'ouest. Donc, il y avait également un bruit. Par exemple, chaque an, par exemple, nous avons moitié également aux 500 millions de jeunes sont prêts. Mais je n'ai pas besoin de ce nombre chaque an. Part et l'autre part, non, ils prenaient ce part les forces armées, ils prenaient ce part que nous n'avons pas besoin de combat également dans des armoires pour la production, pour l'intérêt de patrie. Les forces armées égyptiennes, leur mission, c'est la protection des limites nationaux et ils gardent également comme il faut à maintenir leur peuple et à protéger le peuple égyptien, comme vous avez dit. Avec Dr Saïd Zulfakar, nous avons parlé en ce qui concerne le problème et l'ébranlement en Libye et le problème du terrorisme. Je veux savoir avec vous parler en ce qui concerne l'opération du droit du martyr ou Haq Shahid, ce qui me mène demander la manière avec laquelle la force militaire en Égypte pour combattre contre le terrorisme. Nous avons un exemple que le terrorisme encercle l'Égypte de l'Est à l'Ouest. Le terrorisme du Sinaï est traité par nos forces compétences. De l'Ouest, à Libye par exemple, ce sont les limites. Il y avait plus de 100 000 kilomètres avec la Libye. Il y avait des forces d'assurance là-bas qui défendaient également l'accès d'aucun terroriste à l'intérieur de nos limites, à l'intérieur de nos frontières. Nous avons des forces spéciales qui sont complètement à s'intervenir immédiatement. Quand nos fils en Libye ont été allés à l'égorge, comme on a vu, les forces armées égyptiennes s'interviennent immédiatement et c'est une intervention présente à tout ce qui peut penser à agresser et contre aucun Égyptien à l'intérieur, à l'extérieur également de nos frontières. Les forces armées égyptiennes protègent les Égyptiens à l'intérieur et à l'extérieur. La direction politique fournisse l'armement nécessaire pour les forces armées et également pour faire fournir l'élément de la répression d'aucun ennemi qui veut toucher les Égyptiens à l'extérieur de nos frontières. Les forces armées fournissaient la protection. Et donc, les forces armées protégeaient à l'intérieur des frontières comme ils protégeaient à l'extérieur également quand on se mouvemente à l'extérieur pour faire assurer nos fils et punir chaque ennemi qui veut nous toucher. Quel est votre point de vue, par exemple, en ce qui concerne une alliance militaire internationale comme en Yémen ou en Syrie? Est-ce que vous pensez que ça est une solution pour traiter ou pour remédier le cancer du terrorisme? Normal, l'Égypte avait appelé en tant que président à former une force arabe conjointe. Les études sont prêtes pour faire former cette force, une force arabe qui va élever le drapeau de la Ligue arabe. Une force arabe avec le drapeau de 22 également pays arabes. Ils s'interviennent avec la légitimité de l'organisation de la Ligue arabe avouée au niveau mondial et sous le drapeau quand elle aucun autre pays étranger doit penser très bien et réfléchir avant de combattre avec ce drapeau. Donc l'intérêt avec 22 pays arabes ne gale pas contre
pays arabes, comme par exemple la force arabe qui se traite. Donc, aucun autre pays doit penser et réfléchir très bien avant cette oppression ou avant ce combat. Comment l'intérêt avec 22 pétroliers gigantesques également, comment les intérêts se sont menacés. On appelle et on espère que la force arabe conjointe qui s'arrête sans savoir la cause, on dit également et déclarer plein et la seule remède, au lieu de s'intervenir singulièrement, chaque pays, non, quand les forces armées se combattent sous le drapeau de la Ligue arabe, va avoir un appui indo également et un appui, un soutien international. On veut mettre cette édition par cette question. Est-ce que les forces armées ou la force arabe a besoin d'une intervention des forces armées étrangères pour faire résoudre le problème ou il est suffisant pour résoudre le problème du terrorisme? Quelle force donne quel pays? Est-ce que c'est-à-dire ont besoin d'une intervention européenne pour nous aider? Non, nulle part. Regardez comment se fait également l'alliance, également arabe, aérien en Irak. C'est ce qu'on prévoit au début, les capacités du Daesh, la diffusion également de Daesh, sans l'intervention arabe avec le soutien également de la Russie. Ils ne peuvent pas combattre un grand part du terrorisme avec nos et capacités subjectives. On peut traiter, regardez à Yémen, et va retourner une autre fois à leur poste. Monsieur le général, on vous remercie. Avec notre dernier invité, général Nasr, qui est conseiller à l'Académie militaire. Merci d'avoir été avec nous. Nous avons vu les questions militaires et diplomatiques. Donc, dans la région du Moyen-Orient, je vous laisse en compagnie de mes collègues anglophones. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.